La nuit tombe sur Ouagadougou. Les patrouilles militaires fendent les avenues vides, moteurs bas, regard tendu. Dans les marchés désertés, les balances restent ouvertes comme si le commerce s'était tu devant l'histoire. Depuis Bruxelles jusqu'à Washington, les signaux convergent, réunions secrètes, messages codés, promesses murmurées d'un retour à la démocratie qui n'en est pas une. Et tandis que Ibrahim Traoré fixe la carte du Burkina Faso, une question suspend le silence. Combien de fois un peuple doit-il défendre son destin avant qu'on le laisse respirer? Ce récit n'est pas une chronique de plus sur l'instabilité du Sahel, mais la dissection d'une mécanique, celle qui tente, encore une fois, de faire plier un pays décidé à se relever. Derrière le calme apparent des rues de Ouagadougou se joue un duel silencieux, entre des puissances qui parlent de démocratie et un peuple qui parle de dignité. Comprendre ce qui entoure Ibrahim Traoré, c'est saisir l'équilibre fragile d'un continent qui veut choisir ses propres maîtres ou n'en avoir aucun. Nous suivrons, pas à pas, les signes avant-coureurs du danger, les stratégies invisibles, les réactions populaires, les chiffres que l'on tait et ceux que l'on détourne. Car cette nuit au Burkina Faso n'est pas isolée. Elle reflète l'éternel bras de fer entre la mémoire et la soumission, entre l'histoire que l'on écrit et celle qu'on impose. Si l'Afrique se tient à nouveau au bord de la tempête, la question n'est plus de savoir qui l'a provoquée, mais qui osera enfin la traverser. Le premier signal n'a pas été un coup de feu, mais une absence. Des diplomates quittant discrètement leur poste, des réunions annulées sans explication. Puis, un chiffre presque anodin. 9. 9 coups d'État depuis 1960 au Burkina Faso. 9 promesses étouffées dans leur sommeil. Ce soir-là, Ibrahim Traoré, 35 ans, officier devenu chef d'État, relit cette statistique comme un avertissement gravé dans la chair du pays. La ville paraît calme, mais chaque silence a un goût de déjà-vu. À Tampouy, des mères rentrent leurs enfants avant la prière. À Karpala, des hommes murmurent autour du thé. Ils savent que lorsque les chancelleries occidentales parlent de restaurer la démocratie, c'est souvent pour enterrer une souveraineté de plus. Les ondes bruissent de rumeurs. Drones sans matricule, comptes offshore qui s'animent, articles prêts à être publiés dans les rédactions de Paris et de Washington. Dans son bureau, Traoré observe la carte du pays. Ses doigts tachés d'encre suivent les frontières dessinées autrefois par d'autres mains. Les rapports de renseignement s'empilent. Flux financiers suspects, messagers interceptés, déplacements inhabituels près des casernes. Il comprend que l'histoire se répète non par hasard, mais par architecture. En arrière-plan flotte le souvenir de Thomas Sankara, l'autre capitaine, assassiné après avoir rêvé d'une Afrique qui se tient debout. Traoré l'a souvent appelé le chapitre inachevé. Ce soir, le chapitre respire à nouveau. Dehors, un vieil homme allume sa radio et murmure. Toujours le silence avant la tempête. Le ciel se charge, la ville retient son souffle. Et quelque part, entre la mémoire et la peur, une idée recommence à marcher. Peut-on tuer deux fois le même rêve? Au centre de cette tension, un homme incarne la ligne de crête. Ibrahim Traoré, capitaine façonné par les désillusions de son peuple. Ni tribun, ni idéologue, mais un soldat qui a vu trop de promesses fondre sous la chaleur des intérêts étrangers. Autour de lui, une poignée de conseillers veillent, des visages jeunes, usés par la veille et la méfiance. Ils savent que la menace n'est pas une colonne de blindés, mais une phrase bien tournée, signée depuis un autre continent. Dans la salle du commandement, les écrans défilent. Mouvements de troupes, messages chiffrés, indices d'une campagne de désinformation naissante. Traoré écoute plus qu'il ne parle. Lorsqu'il brise le silence, c'est pour rappeler une maxime de Sankara. Les Ekasanyajani. Les ennemis d'un peuple sont ceux qui le maintiennent dans l'ignorance.
Ces mots tombent comme des pierres, sans emphase, mais avec la densité d'une vérité répétée trop souvent. Dehors, les marchés demeurent vides, les rues traversées par des ombres. Pourtant, quelque chose change. Les habitants commencent à reconnaître la logique de ce qui se trame. On ne leur vole plus seulement leurs ressources, on tente de leur voler leur récit. Et c'est peut-être là, dans cette prise de conscience, que se joue le premier tournant. Dans la moiteur de la capitale, la peur s'effiloche peu à peu. Elle laisse place à une vigilance lucide, celle qui précède la résistance. Un vieil officier résume la pensée commune. Si l'histoire recommence, alors cette fois, nous la terminerons. Une phrase courte, mais assez longue pour tenir un pays debout. Tout commence quelques jours avant la nuit d'alerte. Des signaux faibles, disséminés, forment un motif. Transfert d'argent vers Genève, articles prêts dans des rédactions occidentales, déplacement d'émissaires sans escorte officielle. Dans les bureaux de la présidence, Ibrahim Traoré rassemble ses chefs d'état-major. Aucun discours dramatique, seulement une carte du Burkina Faso, une main ferme, et cette phrase: ce pays n'est pas à vendre. Les heures suivantes deviennent un enchaînement calculé. Les serveurs du gouvernement subissent des intrusions ciblées. Des comptes anonymes sur les réseaux sociaux évoquent un mouvement pour restaurer la démocratie. Les télévisions étrangères reprennent l'expression comme un écho maîtrisé. À Bruxelles, un comité de crise se réunit tard dans la nuit. À Paris, on parle de rétablir l'équilibre. À Washington, de transition nécessaire. Les mots changent, la partition reste la même. Dans les rues de Ouagadougou, le bruit des moteurs militaires s'ajoute au grondement du tonnerre. Les habitants comprennent que le calme a une odeur de tempête. Les marchés ferment, les prières se prolongent, les radios glissent vers la musique nationale. Signe ancien que quelque chose bouge derrière le rideau. Pendant ce temps, dans le centre de commandement, les officiers du renseignement croisent les flux d'informations. Adresses IP étrangères, drones sans matricule, ordres contradictoires. Le puzzle prend forme, un scénario écrit ailleurs, prêt à s'imprimer sur leur sol. Vers minuit, Traoré quitte la table d'opération et s'avance sur le balcon. La pluie fine lave la poussière, mais pas la tension. Il pense à Sankara, à la jeunesse qui l'a inspiré, à la trahison qui l'a tué. Puis il murmure: pas encore, pas cette fois. À 2 heures, des coups de feu éclatent dans le nord de la ville. Courts, précis, vite étouffés. Les communications sont brouillées, les lignes sécurisées saturées. Un aide de camp entre, haletant. Plusieurs ambassades évacuent leur personnel. Le président reste immobile. Il ordonne simplement: aucune déclaration, qu'il se demande d'à quoi nous pensons. Au même moment, au-delà des mers, des analystes observent les écrans et commentent la situation. Instabilité croissante, perte de contrôle, nécessité d'une transition ordonnée. Mais sur le terrain, la réalité s'inverse. Plus la pression monte, plus la population se regroupe. Des foules silencieuses se rassemblent près du palais, bougies à la main, comme un rempart de foi. Les soldats, d'abord hésitants, se tiennent droit. Un murmure se répand. S'il tient, nous tiendrons. Quand l'aube approche, Ouagadougou ne dort toujours pas. La pluie s'arrête, les visages brillent sous la lueur des lampes. Ce n'est pas encore une victoire, mais déjà une résistance. Et dans cette nuit suspendue, une certitude naît. L'histoire peut se répéter, mais les peuples, eux, apprennent. Au matin, les chiffres remplacent les rumeurs.
Les rapports d'intelligence parlent d'une hausse de 27% des transferts financiers suspects vers des comptes en Europe depuis 3 semaines. Les analystes militaires recensent 11 drones non identifiés détectés dans l'espace aérien du Burkina Faso, dont 6 au-dessus de zones classées stratégiques. Et sur les réseaux, l'activité de faux comptes a explosé de pile 340% en 24 heures. Une guerre numérique à bas bruit, mais d'une précision chirurgicale. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne sont pas des abstractions. Ils dessinent la mécanique d'un siège moderne. D'abord isolé, puis discrédité, enfin renversé. Dans la salle de crise, les conseillers croisent les données. Chaque pic de désinformation correspond à un mouvement diplomatique, chaque transfert de fonds précède une campagne médiatique. Les chiffres racontent ce que les communiqués taisent. Un officier de la cellule cyber montre une carte animée. Les signaux viennent de Paris, Bruxelles, Washington, mais aussi de Lagos et Abidjan. Les serveurs relais brouillent les traces, les messages chiffrés circulent par chaîne Telegram, les vidéos truquées se multiplient. En moins de 48 heures, une image d'archive de 2015 devient la preuve d'une mutinerie actuelle. Le mensonge avance plus vite que le démenti. Traoré écoute puis résume. Ce n'est pas la première fois qu'on nous attaque avec des mots, mais c'est la première fois qu'ils pèsent aussi lourd. Il ordonne la mise en veille de certains réseaux administratifs, la protection des infrastructures énergétiques et la vérification des comptes bancaires d'officiers clés. Chaque mesure devient un test de loyauté. Les économistes du gouvernement ajoutent un autre indicateur. La suspension temporaire de l'aide budgétaire européenne équivaut à 45 millions d'euros gelés. Une somme qui pèse lourd sur un budget annuel limité, mais plus encore sur la psychologie collective. Les marchés réagissent, les prix des denrées montent de 12% en une semaine, l'essence se raréfie. L'asphyxie économique complète la guerre de perception. Pourtant, un autre chiffre circule, non officiel, mais obstiné. 68% des citoyens interrogés disent soutenir la position du président face aux pressions extérieures. Une majorité silencieuse qui refuse d'être redessinée par les statistiques étrangères. Les cafés bruissent de phrases simples. Nous avons déjà connu la peur. Cette fois, nous avons la mémoire. Les experts occidentaux parlent d'un pays au bord de la rupture, mais les données internes racontent autre chose. Une mobilisation lente, souterraine, tissée d'orgueil et de fatigue. Les prières du soir se transforment en serments. Et dans les bureaux faiblement éclairés, un jeune analyste note: quand les chiffres deviennent des armes, la vérité devient un champ de bataille. Ibrahim Traoré relit la phrase, la souligne, puis murmure: alors, comptons les nôtres. Les écrans s'éteignent en un, la nuit revient. Mais dans le silence, le pays semble enfin comprendre que la résistance peut aussi se mesurer en pourcentage. Les détracteurs d'Ibrahim Traoré affirment qu'il confond souveraineté et isolement. Selon eux, rompre avec les institutions financières et réduire la coopération militaire occidentale condamne le pays à l'asphyxie. Ils évoquent la dépendance aux aides extérieures, les risques d'isolement diplomatique, la fuite des capitaux, les sanctions déjà prêtes dans les tiroirs de Bruxelles. Pour eux, résister revient à se tirer une balle dans le pied d'une économie fragile. Face à cela, les partisans du capitaine répondent que la dépendance elle-même est une arme, que depuis 60 ans, les réformes imposées de l'extérieur ont creusé davantage le fossé entre promesses et réalité. Ils rappellent les 9 coups d'État passés, tous salués au nom de la stabilité, tous suivis par la pauvreté. Et ils citent les données. Croissance moyenne de 2,1% sous tutelle du FMI contre 4,8% durant les brèves périodes d'autonomie. La confrontation n'est donc pas idéologique, mais empirique. Les deux camps regardent les mêmes chiffres
et y voient des leçons opposées. Les premiers lisent la prudence, les seconds la servitude. Traoré lui-même refuse la rhétorique héroïque, il parle de marge de manœuvre mesurée, de reconstruction lente mais libre. Ses discours sont courts, ses mots précis. Il sait que chaque phrase peut être disséquée, traduite, retournée contre lui. Dans les universités africaines, le débat s'étend. Les étudiants comparent les trajectoires du Mali, du Niger, du Burkina Faso. 3 États sous pression, mais 3 trajectoires convergentes vers une souveraineté régionale. Les sceptiques y voient une illusion romantique, les optimistes une recomposition historique. Et au-delà des arguments, une réalité demeure. Les rues restent calmes. Pas de pillage, pas de mutinerie massive. Les, les gens attendent, lucides. Un professeur résume sur une chaîne locale. La stabilité sans dignité est une trêve, pas une paix. Cette phrase, reprise sur les réseaux, devient un slogan discret, une ligne entre deux visions du monde. La phrase tombe comme une étincelle. Ce n'est pas un coup d'État que l'on craint, c'est une idée qui refuse de mourir. Ces mots d'Ibrahim Traoré, prononcés devant un groupe de soldats, changent la perception de la crise. Ce n'est plus une lutte pour le pouvoir, mais pour la mémoire, celle de Sankara, de Lumumba, de tous les noms que l'histoire a voulu effacer. Cette révélation marque un basculement. Les médias étrangers, qui parlaient d'instabilité, doivent désormais couvrir une résistance populaire qu'ils ne comprennent pas. Des images de foule calme, de bougies allumées, remplacent les clichés de chaos attendu. Les analystes s'étonnent. La peur ne s'est pas propagée, c'est la discipline qui a pris sa place. Sous la pluie fine d'Ouagadougou, des voix montent. Le pays n'est pas à vendre. Les prières deviennent des slogans. Les slogans deviennent serments. Le silence, lui, devient un langage. Et dans ce langage, un peuple dit au monde qu'il se souvient encore. La tempête extérieure existe toujours, mais à l'intérieur, quelque chose s'est ancré. La conviction tranquille que la dignité ne négocie pas. Les heures suivantes dessinent les répercussions précises et inégales selon les sphères du pays. Pour les agriculteurs, d'abord, la crise se traduit par une hausse brutale du coût des semences et du carburant. Les statistiques internes parlent d'une inflation agricole de 18% depuis le gel de l'aide européenne. Pourtant, dans les zones rurales, la solidarité s'organise. Des coopératives échangent semences contre travail et l'expression autosuffisance reprend son sens premier. Un vieil homme de Kaya résume: nous avons labouré sans crédit avant, nous le referons. Pour les entreprises locales, le choc est tout aussi réel. Les importations ralentissent, le franc CFA s'étiole et les banques hésitent à accorder des prêts. Mais un nouveau réflexe apparaît: produire ce qui manque, réparer au lieu d'importer. Dans certains quartiers de Ouagadougou, les ateliers tournent jour et nuit. Des jeunes formés à l'ingénierie improvisent des pièces de rechange à partir de matériaux récupérés. L'économie grise devient une économie d'ingéniosité. Pour les institutions étatiques, le défi est existentiel. Comment gouverner sous blocus invisible? Les ministères se recentrent: énergie, éducation, sécurité. Les dépenses non essentielles sont suspendues. Chaque ministère doit justifier chaque franc dépensé, une rigueur imposée par la contrainte mais perçue comme un retour au réalisme. Ibrahim Traoré insiste lors d'un conseil restreint: on peut être pauvre, mais pas dépendant. Une phrase reprise dans la presse panafricaine comme un manifeste. Pour la société civile, enfin, les effets dépassent l'économie. Dans les mosquées, les églises, les universités, le même mot revient: souveraineté. Non plus une idée abstraite, mais un effort collectif. Des artistes peignent les visages de Sankara,
et de Traoré côte à côte sous la légende Deux générations, un serment. Les poètes parlent d'une révolution silencieuse née non du bruit des armes mais de la cohérence retrouvée. À l'étranger, les chancelleries observent avec prudence. Les sanctions financières se multiplient mais leurs effets semblent s'émousser. Car plus la pression monte, plus le sentiment d'appartenance s'enracine. L'Afrique, fatiguée de recevoir des leçons, commence à écrire ses notes de bas de page dans l'histoire mondiale. Et le Burkina Faso, minuscule sur la carte, devient soudain un miroir, celui d'un continent qui se regarde enfin sans tuteur. Le soleil se lève sur Ouagadougou, pâle mais intact. La ville respire lentement. Dans le murmure des prières matinales, un souffle commun. Nous sommes encore là. Les prochains mois s'ouvrent comme trois routes devant Ibrahim Traoré, et chacune porte une part d'espoir et de péril. Voici le premier scénario, celui de la continuité fragile, considérée comme le cas de base. Le capitaine tient bon, le gouvernement resserre les rangs, et l'alliance du Sahel avec le Mali et le Niger devient un pilier d'entraide. L'économie se réorganise autour des circuits régionaux. Les infrastructures reprennent grâce à des partenariats sud-sud. Mais le prix à payer reste lourd. Inflation persistante, isolement diplomatique et un risque latent d'ingérence par procuration. Le pays survit, mais au bord de l'épuisement. Voici le deuxième scénario, celui du retour de la tempête considéré comme le pire cas. Sous la pression des sanctions, la trésorerie s'effondre. Des factions internes, encouragées par des puissances étrangères, tentent un renversement au nom de la stabilité. Les médias occidentaux saluent le retour à la démocratie, tandis que la répression reprend sous d'autres uniformes. Le rêve de souveraineté rejoint alors celui de Sankara, brisé, encore une fois, au nom de la raison d'État. L'Afrique retombe dans le cycle des illusions nécessaires. Voici le troisième scénario, celui de l'affirmation maîtrisée, considéré comme le cas optimiste. Traoré consolide un réseau diplomatique panafricain. Les économies voisines partagent ressources et sécurité. Le Burkina Faso devient un laboratoire d'autonomie, imparfait mais tenace. Les entreprises locales apprennent à exporter vers le sud du continent et les jeunes ingénieurs forment une génération qui croit possible de bâtir sans permission. La transition se mue en modèle d'émancipation pragmatique. Entre ces routes, la ligne est fine, un fil tendu entre fierté et survie. Et peut-être que le véritable enjeu n'est pas de choisir la plus glorieuse, mais la plus durable. Comme le résume un diplomate africain à Bamako, la souveraineté n'est pas une destination, c'est une endurance. Ces 12 prochains mois diront si le Burkina Faso écrit une exception ou un précédent. Derrière les chiffres et les manœuvres, il reste des visages. Une infirmière de Bobo Dioulasso raconte que depuis la coupure des aides, les médicaments arrivent par convoi civil. Elle les distribue en silence, persuadée que chaque boîte livrée est un acte de souveraineté. Un professeur d'université explique à ses étudiants que l'histoire s'écrit aussi dans les marges, là où les grandes puissances ne regardent plus. Et dans les marchés, les femmes continuent à vendre, à négocier, à tenir debout, parce que l'économie du quotidien ne fait jamais grève. Ces histoires se répètent à travers le pays. Elles ne parlent pas de patriotisme, mais de survie lucide. Elles prouvent que le discours d'Ibrahim Traoré, si souvent caricaturé à l'extérieur, touche ici quelque chose de simple, la volonté de ne plus attendre le secours d'autrui pour exister. Un jeune mécanicien, interrogé par une radio locale, dit « On ne veut pas la guerre, on veut qu'on nous laisse construire notre paix ». Cette phrase anodine devient virale, reprise sur les réseaux, traduite, débattue, moquée parfois, mais toujours citée. Car au fond, la portée de cette crise dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle oblige chaque Africain à se demander ce qu'il est prêt à perdre pour ne plus dépendre. Et chaque observateur étranger à s'interroger. Combien de fois avons-nous confondu aide et contrôle?
Le visage d'un pays éreinté par la répétition devient celui d'une génération qui ne veut plus rejouer le même rôle. Le vent du soir balaie les rues d'Ouagadougou. On n'entend plus de slogans, seulement des respirations. Et dans ce calme, le pays découvre une vérité rare. La dignité, quand elle naît du manque, devient une force qu'aucune sanction ne peut étouffer. Dans la salle de conférence du palais, les ventilateurs brassent une chaleur lourde. Autour de la table, Ibrahim Traoré ne parle plus de survie, mais de méthode. Le mot d'ordre n'est plus résister, mais construire. Le gouvernement adopte un plan en 5 étapes, sobre, mesuré, mais concret. D'abord, sécuriser l'essentiel. Les forces armées sont redéployées pour protéger les zones agricoles et minières. L'objectif n'est pas d'étendre le front, mais de garantir la nourriture et l'énergie. Ensuite, relancer la production locale. Les artisans et ingénieurs sont regroupés dans des pôles techniques. Les taxes sur les micro-entreprises sont suspendues pour 1 an. Le message est clair. Chaque produit fabriqué au pays est une victoire symbolique. Puis, éduquer autrement. Les écoles rurales rouvrent avec un nouveau programme. Agriculture, histoire africaine, technique solaire. Traoré affirme: l'indépendance commence par ce qu'on enseigne. Après cela, tisser de nouvelles alliances. Des délégations partent pour Bamako, Niamey, Alger. On y parle troc, sécurité, énergie. Les accords ne promettent pas la richesse, mais la stabilité mutuelle. Enfin, mesurer les progrès. Un tableau de bord public suit chaque engagement. Kilomètres de route, tonnes de céréales, écoles rouvertes. Les citoyens peuvent consulter les chiffres. Transparence comme antidote à la méfiance. Rien de spectaculaire, rien d'immédiat, mais une logique émerge. Reprendre le contrôle, même petit à petit, c'est déjà rompre la dépendance. Et dans ce pragmatisme nouveau, le pays redécouvre une émotion longtemps oubliée: la patience. La nuit est retombée sur Ouagadougou, tiède et dense. Dans le couloir du palais, Ibrahim Traoré marche seul, passant devant le vieux portrait de Thomas Sankara. Le cadre penche légèrement, comme s'il saluait son héritier. Le capitaine s'arrête, ajuste l'image, puis murmure: nous tenons la même ligne, mais plus de place à la naïveté. Dehors, le vent transporte l'odeur du sable et du gasoil. Des bougies brûlent encore devant les grilles du palais, gardées par des visages fatigués mais droits. Ils ne réclament rien, ils veillent. La foi silencieuse d'un peuple vaut parfois plus qu'une armée. Les caméras étrangères filmeront peut-être une capitale pauvre, tendue, poussiéreuse. Mais ce qu'elles ne verront pas, c'est le lien invisible qui s'est tissé entre l'homme en uniforme et ceux qui refusent de s'incliner. Dans ce fil tendu, il n'y a ni triomphe ni certitude, seulement la promesse d'un matin où l'Afrique parlera d'elle-même sans traducteur. La lumière d'une lampe vacille, un bruit de pas s'éloigne, puis le silence. Et dans ce silence, un écho. La dignité ne demande pas la victoire, seulement la mémoire. Au lever du jour, la ville se réveille lentement. Les prières se mêlent au bruit des balais dans les rues, comme si chaque geste banal participait à la reconstruction. Sur les murs, un nouveau mot apparaît, tracé à la craie blanche: mou. Souvenir. Car la lutte d'Ibrahim Traoré n'est pas celle d'un homme seul, mais celle d'une mémoire collective qui refuse l'oubli. Le Burkina Faso ne demande ni pitié ni applaudissements. Il demande que l'on écoute son silence. Ce silence où naissent les décisions qui changent les peuples. Et peut-être que ce récit, loin des projecteurs, deviendra une leçon pour d'autres terres fatiguées de dépendre. Les empires tombent toujours 2 fois. D'abord quand ils sont renversés, ensuite quand on cesse de croire en eux. Ce matin, l'Afrique respire un peu plus librement,
parce qu'un petit pays du Sahel a choisi de dire non sans crier. Alors, à ceux qui regardent de loin, une seule question demeure. Si la souveraineté a un prix, seriez-vous prêt, vous aussi, à le payer